Bonjour à tout Ok. le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Merci. bonsoir. Tout le monde entend Je vous en bien? prie. Ouais. Génial. Eh ben, écoute, c'est magique. Voilà. Comme je te disais, on a vécu un grand moment grâce à toi, grâce à ton engagement, à tes efforts. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais, si tu veux bien, pour aller dans le vif du sujet, que tu nous dises quel était ou quel est le message que tu rêves d'avoir passé avec ce film. Je dis bien tu rêves parce que peut-être tu y es parvenu, peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont être sensibles et d'autres qui vont pas le recevoir. Mais je serais curieux de t'avoir là en direct nous raconter qu'est-ce que tu as voulu qu'on reçoive comme message. Waouh, c'est une bonne question. Je l'ai jamais eue, dis donc. Comme quoi, ça Ah, vaut le coup tout tu le vois? temps Ouais. de, de faire ces exercices. Euh, je pense que ça a bougé avec le temps. Euh, et là, je crois que j'ai juste envie que vous ressentiez ce que moi j'ai ressenti en les rencontrant, en faisant ce film. Je crois que le film est à l'image du safari émotionnel qu'on a fait entre la sidération, la tristesse, la colère, la joie, la jubilation, la solidarité, l'amour. Et vraiment, on finit là-dessus, quoi. Vraiment sur ce sentiment d'amour profond pour l'humanité, pour la vie, pour la jeunesse, bien sûr, pour notre énergie, pour la création. C'est des grands mots, ça, mais vraiment pour le fait d'être ensemble, pour le fait d'être vivant, tout simplement. Je crois que c'est ça. Et je crois que c'est un message, ce message un peu de joie, enfin, clairement de joie hein, dans l'épreuve et dans parfois la tragédie et la catastrophe, et quelque chose d'assez subversif. C'est finalement un message assez politique, euh, puisqu'il vous redonne un sentiment d'être. Voilà, donc je crois que j'ai envie qu'on se ressente tous avec un... Pardon, j'ai un enfant qui vient chercher je sais pas quoi, Génial. avec Viens, viens un t'asseoir dans le. sentiment d'être. Ouais, c'est la Il vie qui s'est l'a caché. tiré. Et Non, je crois ça te que va c'est... bien, ça te va bien de parler de vie, d'avoir envie de communiquer des émotions, tout ce qui fait qu'on est content d'être en vie. Et, et d'engagement politique, c'est quand même très courageux. Toi, je sais que tu vas chercher le côté lanceur d'alerte, tu es très sensible à des parcours qui vont très loin, qui vont jusqu'à à perdre la vie, comme celle d'Aaron, la liberté, l'exil. Tu vois bien à qui je fais référence. Et est-ce qu'il y a des limites dans l'engagement? Est-ce que parfois, tu t'auto-censures? Et si tu le fais, pourquoi le fais-tu? Comment est-ce que nous qui avons envie de s'engager, on doit mesurer notre engagement? Euh, Merci de rappeler ça. Ça fait quand même assez longtemps, tu as raison, que je suis sur ces sujets et moi-même j'ai pas mal bougé et erré sur ça. Je pense que je suis rentrée là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles avec une énergie et une volonté de dénoncer, une volonté de taper, une volonté de crier à l'injustice, de déchirer les voiles et de montrer l'impunité avec laquelle énormément de gens nous contrôlaient et nous malmenaient. Et ces années ont été des années de formation quelque part. Mais je suis contente d'en être sortie. Et pas plus tard que ce matin, je lisais une phrase de Socrate qui expliquait qu'il fallait pas perdre son énergie. C'est pas dit comme ça, je le dis très très mal, hein. Mais que il fallait garder notre énergie pour construire pour lutter pour, et arrêter de lutter contre. Ça sert à rien de lutter contre. Ils sont beaucoup plus forts que nous, ils sont beaucoup mieux organisés, ils ont les meilleurs avocats du monde, les meilleurs communicants du monde, ils ont même les lois maintenant pour eux. Ça sert à rien de lutter contre. Ce qu'il faut, c'est lutter pour.
lutter pour ceux qui essayent de faire des choses, lutter pour ceux qui dénoncent, lutter pour ceux qui construisent, lutter pour ceux qui essayent de faire accoucher ce monde nouveau plutôt que de tuer l'ancien. Et c'est vrai que c'est là où j'en suis. Et donc, c'est vraiment un conseil important, je crois. Enfin, c'est prétentieux de ma part, mais je peux pas vous dire mieux de ce que je ressens en fait. Donc, si vous êtes, la seule limite que vous devez vous poser, c'est toujours est-ce que je suis dans le contre ou est-ce que je suis dans le pour. Est-ce que mon énergie va être dans une énergie de dénonciation, de colère, de destruction? Et là, je vous dis, c'est peine perdue à tout point de vue. Et en plus, là, avec l'arsenal, enfin, vous voyez bien comment tout cela est en train d'évoluer avec les soulèvements de la Terre qui ont été dissolus cette semaine, etc., etc. Tout ce qui va vouloir bouger va être extrêmement traqué et malmené. Donc, ne vous perdez pas là-dedans. On a besoin de vous sur l'énergie qui va aller vers le pour, l'énergie qui va vers l'altérité, qui va vers la solidarité, qui va vers la construction, qui va sur l'empathie, l'entraide, etc. Il faut qu'on mette notre énergie là-dessus. Et c'est comme ça qu'on les battra, pas parce qu'on va être plus fort, mais parce qu'on va être joyeux. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'auront jamais. Oui, c'est vrai que maintenir son équilibre, son respect, sa joie dans son environnement, c'est conserver une bulle de puissance qui rayonne et qui inspire. Le festival tel qu'on a avec Mathias voulu le concevoir, c'est vraiment faire un festival qui déclenche, qui enclenche et qui accompagne des actions pour. Et en même temps, c'est très difficile. C'est vrai que il y a beaucoup de désespoir dans les messages qu'on reçoit, beaucoup d'impuissance. Et là, toi, tu nous montres des jeunes qui y vont et qui en souffrent quand même. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des solutions pour s'organiser, que on peut démarrer petit, on peut avoir le droit d'être mauvais pour se corriger, pour s'autoriser à justement s'améliorer? Quel message on peut donner, peut-être je me répète, mais au public qui est là et qui est quand même sensible à se dire tiens, c'est quoi ce festival je serais curieux de voir comment ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu, parce que c'est quand même ambitieux de dire voilà, on fait un festival pour vous accompagner, en vous encourager à vous engager et vous hisser en haut de l'affiche, nous qui faisons du cinéma, des médias, mettre ce pouvoir et cette responsabilité médiatique au service du nous. Qu'est-ce que tu peux Alors, ça me permet de compléter par deux choses la question que tu avais précédemment. Quelles sont les limites? Donc, la première limite, c'est, encore une fois, elle est assez méta, c'est à quoi je dédie mon énergie. Est-ce que je suis dans le contre ou est-ce que je suis dans le pour? Il y a une deuxième limite qui est très intime, c'est pourquoi je fais ça. Et pourquoi j'agis, pourquoi je m'engage. Et si la réponse à peu ou prou trait à votre désir d'avoir un impact demain matin, il faut surtout pas y aller. C'est-à-dire que si vous êtes là-dedans, si vous dites je veux agir parce que demain je veux que ça change et je veux que ça soit gros et je veux avoir un impact et je veux que ça fasse ci et je veux que l'année prochaine je vois qu'il y ait bougé, etc. N'y allez pas. Ça va pas se passer comme ça. Et si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est que vous êtes là par ego. Vous n'êtes pas là pour quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes là parce que vous avez besoin de valider quelque chose en vous. Et ça, c'est une très mauvaise raison de s'engager. Je vois énormément, et le milieu militant est perclus de gens qui s'engagent pour une validation personnelle. Et on peut en avoir tous besoin à un moment de sa vie, mais il y a un moment où, en tout cas moi à mon âge, je pense qu'on peut se dire qu'on a un peu fait le tour. C'est peut-être le seul avantage de cet âge-là. Non, c'est pas le seul, mais vous voyez ce que je veux dire. La seule limite, c'est l'ego. Si vous êtes là par orgueil, vous allez souffrir beaucoup, beaucoup, et dans 6 mois, vous allez vous arrêter. Dans l'engagement, c'est une épreuve d'humilité. Franchement, ça marche rarement.
on est tout seul, on a le monde contre nous, maintenant on va avoir les autorités contre nous, on a les médias contre nous. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, si vous y allez pour une valorisation personnelle, vous n'allez pas y arriver. Si vous y allez parce que c'est viscéral et parce que vous avez compris que c'était un appel à la vie et que c'était l'un des seuls moyens aujourd'hui de rester vraiment profondément vivant, alors là, vous êtes plus dans quelque chose qui va vous permettre de tenir longtemps. Donc ça, c'est vraiment très très important. Pourquoi est-ce que vous y allez? Et c'est quelque chose que j'avais pas vu avant de faire ce film, en fait. Moi, j'ai toujours vu des gens qui s'engageaient pour des grandes causes, avec des combats idéologiques, moraux, hyper forts. Et à la fin du enfin moi, ce que j'ai compris avec ces 7 jeunes, c'est qu'ils sont engagés avant tout pour survivre. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors nous, on n'en est pas là. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable d'un tel engagement sans être dans un tel niveau de gravité, sans être à ce point acculé. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, c'est la question de Melati au début du film. Jusqu'où est-ce qu'il va falloir aller pour qu'enfin on se bouge? Le sous-texte, c'est est-ce qu'on n'est pas plus intelligent que ça? Et le deuxième point, c'est que on s'engage pas par idéaux, on s'engage pas parce que on est du bon côté de la barrière, parce que notre religion nous dit, parce qu'on a un devoir moral, le sens des responsabilités, des privilèges, etc. On s'engage parce que c'est viscéral, parce que c'est presque une forme d'identité et c'est probablement une forme d'expression de sa liberté. Et de rencontre, encore une fois, et ça je l'avais pas du tout vu avec la joie. Et pas la joie gratifiante, enfin la gratification immédiate de je vais m'acheter quelque chose et je vais être, c'est pas ça la joie. La joie, c'est à nouveau, en fait je l'ai pas encore dit, c'est le sentiment d'être lié profondément à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe en vous, à ce qui se passe pour le monde et de répondre présent. Et ça, c'est, si je parlais de subversion et de projet politique tout à l'heure, je sais pas si vous me suivez parce qu'il est un peu tard, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La joie est un projet politique dans un monde qui a choisi la mort. Excellent. Je voudrais pas monopoliser la parole. Avant de passer les questions au public, Mathias, est-ce que tu veux poser une question, parce que quand même on a fait ça ensemble, à Flore, ou intervenir après? Moi, je suis très très fan. Parle bien dans le micro pour qu'elle t'entende. Tu m'entends bien là? Ouais, comme ça, là, okay. Regarde. Waouh. Je suis très très fan d'entendre les questions du public. Ouais, hein, moi ouais. aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à Flore ou qui veut exprimer, voilà, un moment? On va te passer mon micro et puis après, non, vas-y, fais suivre, excellent. Parle bien comme ça devant, la caméra est sur toi, oui. La caméra est sur moi depuis le début, j'ai l'impression. Attends, reprends doucement. Flore, tu vois, c'est bon? Allez, vas-y, dis-moi. Bonjour Flore, est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement. Alors, voilà, tu parlais de joie et j'ai une question un peu joyeuse pour toi. Enfin, une question que je me suis posée en regardant le film. Est-ce que tu as rencontré des anciens activistes qui ont arrêté d'être activistes parce que c'était trop dur et parce que foutu pour foutu, en gros ils se sont dit autant fermer les yeux et vivre ma vie comme avant, avec certes un petit sentiment de culpabilité en arrière-plan, mais on y est habitué. Est-ce que si tu ne les as pas rencontrés dans le cadre de ce film, et je comprends bien que c'était pas le but du film, est-ce que tu les as cherchés d'un point de vue personnel pour essayer de les comprendre? Est-ce qui les amenait à l'inactivisme? Alors, autour de moi, je vois beaucoup de gens qui renoncent. Et c'est marrant parce qu'on s'est revus tous il y a pas très longtemps et on s'est regardés et on s'est dit que la vie avait fait un tri. Mais j'ai pas de jugement là-dessus parce que franchement, tu vois, pardon, vous voyez, c'est comme des personnes qui décident, enfin, il n'y a pas de jugement à avoir en fait. Chacun fait comme il peut et moi, ce qui compte, c'est que ceux qui restent, alors là vraiment, c'est presque de l'ordre des frères et sœurs quoi. C'est vraiment
quelque chose, ouais, qui est très 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 fort. Donc à la limite, ça me gêne pas qu'on soit moins nombreux, qu'il y ait de l'écrémage assez naturel. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est que c'est très difficile pour l'ego. C'est extrêmement, enfin franchement, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je pense peut-être un autre sujet, mais que tout ce qui nous arrive est lié à un problème d'ego. Enfin, voilà, c'est l'ego a pris le pouvoir. Vous voyez ce qui vient de se passer en Russie ces 2 derniers jours. Enfin, c'est caricatural, quoi. On est complètement pris au piège d'une logique d'ego à l'œuvre. Et donc, le sentiment de quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas que notre petite personne, est complètement absent de toutes les considérations. Chacun est en train d'essayer de sauver ses fesses, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein. C'est vraiment pas du tout. Enfin, c'est sûr que ça accélère les phénomènes d'emprise, de fuite en avant, de déni, etc., etc. Maintenant, je connais des gens qui se sont arrêtés parce qu'ils y arrivaient pas, et on en a parlé tout à l'heure. Et pour moi, le plus beau d'entre eux, c'était lui. J'ai passé 4 ans à écrire sa vie, donc Aaron Swartz. Et lui, je connais des gens qui se suppriment. Alors, ils se débranchent. Donc, ils se débranchent moralement, ils se débranchent parfois physiquement, comme Aaron Swartz. J'en connais d'autres qui sont face à des choses qui sont tellement difficiles, qui essayent d'encaisser le creux de la vague. Mais j'en connais pas qui arrivent à revenir à une vie normale et à dire foutu pour foutu, j'en ai rien à foutre. Ça, enfin moi je les ai jamais croisés, ceux-là. Il doit y en avoir plein, hein. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est le gros du pack des gens qui y vont pour les mauvaises raisons. Donc pour moi, c'était pas des activistes, c'était des gens qui cherchaient une posture sociale ou une rassurance d'une manière ou d'une autre. Mais les vrais peuvent s'arrêter d'abattement, de fatigue, de burn-out. Le burn-out militant, c'est quelque chose qui est très très important. Mais aussi, je pense qu'il arrive pour des personnes qui étaient pas là pour les bonnes raisons. Donc c'est bien parce que ça peut interroger sur quelles sont ces bonnes raisons. Mais en tout cas, mes amis de cœur qui sont engagés et qui se sont arrêtés, c'est des personnes qui me disent tout le temps, il n'y a pas de paix. Donc ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, mais c'est une douleur permanente en fait. Et puis ça fait aussi partie des moments de la vie où quand vous êtes au creux de la vague, vous pensez à l'action d'après. Faut accepter de pas toujours être sur la première ligne de front, de pas toujours avoir l'idée géniale, de pas toujours avoir le projet qui va tout changer. C'est une courbe d'apprentissage, et elle est très abrupte. Donc il y a plein de trous d'air, il y a plein de difficultés, et il faut bien comprendre que ces moments-là sont hyper importants, parce que peut-être derrière un apparat de je m'en accommode et puis je m'en fous, en fait c'est pas vrai, ça turbine et ça travaille. Et comme de toute façon personne n'a la solution aujourd'hui, plus ça questionne et plus c'est fructueux en fait. Enfin, je veux dire par là, c'est pas un mauvais signe de s'arrêter de temps en temps, quoi. Est-ce que Flore, tu veux bien nous rappeler qu'est-ce que c'est l'ego pour toi? C'est quand même un terme qui est assez variable. Bonne question. Pour moi, l'ego, c'est cette partie, c'est la plus petite partie de vous-même, qui est en chacun de nous, hein, on en a tous, moi y compris, un solide d'ailleurs, mais qui fait que vous avez peur. Et avant tout, vous avez peur du regard de l'autre. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur de ne pas être aimé, de pas être aimé, d'être mal aimé, de ne pas être considéré. Vous êtes fragile en fait. C'est ce qui vous rend fragile. C'est ce qui vous rend toujours en besoin de rassurance. Donc c'est ce qui guide le fait que vous allez faire des actions, non pour un intérêt voilà, plus grand que vous, mais parce que ça va vous servir personnellement, ça va vous rassurer, ça va vous donner une posture sociale, ça va vous faire aimer par le groupe, ça va vous rendre conforme, etc., etc. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout travaillé et que j'avais pas vu. Et en faisant ce film, j'ai systématiquement posé la question à chacun des protagonistes du film en disant mais au fond, pourquoi tu tiens, quoi? Comment t'arrives à tenir?
Parce que cette question que vous venez de me poser à 2 reprises, sur pourquoi on tient, comment on tient, pourquoi on s'engage, est-ce qu'on s'est déjà arrêté, est-ce que c'est ok de s'arrêter, etc., etc. Finalement, c'est cette question. Pourquoi tu tiens? Parce qu'eux, ils tiennent. Et c'est quand même dingue à cet âge-là, quoi. Et tous, ils me font tous référence, et c'est pour ça qu'il y a ce titre, entre autres, à quelque chose de plus grand qu'eux. Alors certains parlent d'une religion, certains parlent d'une spiritualité, certains parlent d'un dieu, certains me disent j'y peux rien, je suis comme un véhicule, il y a quelque chose qui passe à travers moi, d'autres vont dire je réponds à un appel, d'autres vont dire c'est plus fort que moi, etc., etc. Mais tout ça, cette connexion qui pour moi est verticale, elle est possible si et seulement si vous avez mis de côté, vous avez séquestré pour un temps votre ego. C'est-à-dire votre plus petite part de vous-même, qui va faire que face à une action ou une prise de risque, vous n'allez pas y aller parce que vous allez avoir peur de perdre. Et ça, c'est l'ego. Et une fois que cet ego-là, il est parti, mais vous pouvez être dans cette verticalité-là puisqu'il n'y a plus d'obstacle entre cette verticalité et vous-même. Et il se passe ce que Memory raconte dans le film. Il y a toujours une personne en toi plus grande que toi, alors libère-la. C'est exactement ça. Et ça, c'est possible de la libérer quand vous n'avez plus peur. Voilà. Et nos peurs sont essentiellement des peurs sociales. D'accord, merci. Je me retourne vers vous. Est-ce que quelqu'un a envie de profiter? Oui, Sylvie? Bouge pas, je te donne le micro. Tu sais parler dedans. Bonsoir, bravo déjà. Je suis un peu bouleversée parce que le film est bouleversant. Et c'est jamais évident d'en parler juste après non plus, mais je suis 100% d'accord avec vous. Je voulais juste savoir si il y a des ponts qui existent entre... parce que, bon, ce qu'on voit, c'est que les premiers touchés, c'est quand même les plus démunis. Est-ce qu'il y a des ponts avec les autres, ceux qui sont plus, comment dire, en position d'agir, mais avec tout ce que ça demande derrière, quoi? Ou est-ce que c'est encore rare? C'est très rare, mais c'est bien l'objectif de ce film, de faire un lien entre vous, madame, vous dans la salle, et cette jeunesse qu'on ne voit jamais, dont on parle jamais, qui sont les grands oubliés de l'histoire. Et puis même quand on se demande qui interroger pour savoir quand s'en sortir, on va aller toujours chercher les mêmes experts qui parlent depuis 30 ans avec des solutions qui servent à rien. Enfin voilà, le film est aussi un énorme bras d'honneur en fait à ce circuit médiatique qui se repaît de cette espèce d'entre-soi qui ne sert à rien. Moi, j'ai voulu montrer que l'intelligence était partout, que les solutions étaient partout, et surtout là où on n'allait jamais les chercher. Et notamment auprès de la jeunesse, première chose, et la jeunesse des pays du Sud, du Global South, qu'on traite souvent de pays arriérés. Vous savez, jusqu'à il y a pas longtemps, on disait sous-développés, maintenant on dit en développement. Moi, les montrer en position de puissance, c'est une vraie fierté. Alors, ce film essaye de faire un... Ouais, allez-y. Pardon, justement, ils sont hyper importants, mais ce que j'ai essayé de dire, ou peut-être de faire, c'est de conscientiser les autres, quoi. Oui, mais j'ai bien compris. Encore, c'est le but de ce film que d'essayer de le faire. Maintenant, je peux pas forcer les gens à venir le voir. Et c'est pour ça que je remercie le festival et toutes les personnes qui nous soutiennent, parce qu'en fait, en 18 mois, on a eu la chance d'avoir 4300 projections citoyennes, comme vous êtes en train de le vivre. Nous-mêmes, on a fait 500 débats, et ça continue, mais ça ne passera que par nous. C'est nous qui devons nous éduquer, c'est ce que dit Mélaté au début. Il faut nous éduquer les uns des autres. Il faut compter sur personne d'autre, quoi. Ça va pas venir d'en haut, ça va pas venir de... voilà. Mais par contre, nous, on sait juste qu'on a fait un film outil, et que on a 2 types de personnes qui viennent nous voir pour utiliser le film, et 3, et le projeter et avoir des débats comme on est en train de le faire, avec ou sans nous. Les premières, et alors ça, je m'y attendais pas du tout, c'est les professeurs
et le monde éducatif. Donc là, grand hommage aux professeurs, aux proviseurs, etc., qui organisent des projections en masse, hein, avec leurs élèves, qui n'ont pas du tout envie de voir le film, mais pas du tout. Ils arrivent au cinéma, ce truc de vieux, pour un film d'1h46, mais vous y pensez pas. Et en fait, 36 d'ailleurs, et en fait, on se régale. C'est-à-dire que les questions sont aussi brillantes et poignantes que les vôtres, et c'est très très important. Et là, ils voient des personnes de leur âge se cogner à des sujets qui sont les leurs, mais avec personne qui essaye de leur donner des leçons. Donc ça, c'est un pont. Et alors, Winnie, au fin fond de l'Ouganda, me dit qu'elle prend une demi-journée par semaine pour répondre aux courriers qu'elle reçoit chaque semaine. Et l'autre catégorie de personnes qui nous appellent pour nous faire venir, au-delà des festivals et des associations, c'est les entreprises. Et là, c'est hallucinant. Parce que pour le coup, je pensais pas. Et ils organisent des projections ensemble. Ils pleurent au même endroit. Et après, ils se demandent ce qu'ils font. Et ça, moi, je dois admettre que j'amorce un pont, mais que je le construis pas. Et qu'après, c'est quand même à eux de le faire, quoi. Donc, nous, on est juste on espère pousser un domino, en fait. Mais dans cette position dont on parlait tout à l'heure, de l'impact et comment résister, finalement, c'était votre question, au fait de ne pas en avoir. Bah, moi, ma façon de résister, c'est de ne pas me poser la question. C'est de me dire, en fait, je suis comme Melati, enfin, j'ai vraiment entendu la leçon de Melati sur qu'elle dessine au tableau, là, au Liban, en disant, bah, le changement, c'est une personne qui parle à 3 personnes, qui parle à 2 personnes, qui parle à 4 personnes, qui parle à une personne. Et sans que tu t'en rendes compte, ça a fait tout un chemin. Ton idée, elle a fait tout un chemin. Il y a un grand spider web, voilà, de gens qui sont unis autour de cette idée. Voilà. Moi, c'est ça qui me permet d'espérer. Mais honnêtement, j'en sais fichtre rien. Je sais juste que là, voilà, on est le 28 juin. On se connaît pas du tout. Chris a organisé un festival, une projection. Et on se parle, et ce moment, il n'appartient qu'à nous. Et sans la magie de cette rencontre, de la sensibilité des uns des autres, il y aurait rien, quoi. Et que ça, c'est aussi une part de liberté, et c'est aussi quelque chose qui est volé à l'algorithme. Et c'est quelque chose qui se fait à plusieurs aussi. Absolument. Et ça, c'est la beauté du cinéma, que vous connaissiez pas vous-même, sans doute. Et vous venez de vivre une émotion ensemble en partageant 1h36 de film, et puis maintenant ce débat. On est en train de vivre un exercice démocratique là. Et on est aussi peut-être en train de se rendre compte que le micro a de la puissance. Le micro, pas celui que j'ai devant la bouche, mais je comprends bien. L'expérience en laboratoire et la puissance qu'il peut générer derrière, même si on est quelques-uns, on peut arriver à organiser des solutions qui sont déclinables, qui peuvent prouver. Alors tu parlais des entreprises, l'association, le Média Solidaire, qui organise le festival avec On passe à l'acte, a pour ambition d'actionner le levier des entreprises. Donc t'en parlais, c'est intéressant, c'est pas évident. Mais on sent bien qu'il y a une envie dans les entreprises de passer à l'acte aussi, et il y a une frustration parce qu'elles-mêmes ne savent pas faire comment. Donc c'est un autre sujet. C'était aussi une transition. Est-ce que vous avez des questions à l'équipe de séquence 12 là que je vois, Ruben? On a diffusé un court-métrage avant. Ruben est le réalisateur du court-métrage. Il a lancé une association de techniciens anciens étudiants de cinéma, et ils ont produit et réalisé un film pour soutenir entre autres un collectif, féminicide.fr. Donc c'est un film vraiment dur, fort, avec un type de langage et de message direct. Voilà, présente-toi si tu veux bien, dis-nous quel âge tu as, parce que c'est intéressant de voir les différentes manières de s'exprimer et de s'engager. Eh bien, bonsoir Flore, je ne sais pas si tu m'entends bien.
Pour faire super simple, parce que j'ai pas du tout envie d'épiloguer sur moi, je m'appelle Ruben et j'ai 21 ans. Mais moi, ma question, elle est plus au niveau de la production du film, parce que déjà, je voulais te remercier par rapport à ce moment, qui était à la fois terrible, mais à la fois aussi rassurant. Et en fait, on parlait de passer à l'acte, et ma question, elle était plus au niveau de justement ce passage à l'acte. Comment on fait pour récupérer la confiance de certaines personnes pour justement produire cette partie de tes idées pour les mettre en œuvre et les mettre en lumière après du coup et de pouvoir faire vivre ça derrière. Donc quel a été ton processus de recherche autour du financement et autour de l'organisation de ce projet-là? Écoute, j'ai l'âge que j'ai. Donc, j'ai écrit, enfin, il y a un moment où il faut faire ses preuves. Là, personne nous attend. Personne nous attend. En plus, le cinéma va très mal. Les budgets se resserrent. La presse appartient à des grands groupes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dur d'avoir une parole libre, en fait. C'est vraiment très, 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 très dur. Si tu veux bosser, publier des articles, écrire des livres, etc., c'est possible. Mais si tu veux vraiment le faire en conscience, pardon, je vous tutoie, je devrais pas. Mais comme on rentre dans le pratico-pratique des cuisines, j'ai eu besoin d'être un peu dans l'énergie de ce que ça veut dire de se retrousser les manches. C'est un parcours de solitude. Personne nous attend. Moi, j'ai passé 15 ans à me faire traiter d'anarchiste, de complotiste, d'emmerdeuse, voilà, me faire sortir. On m'a embauché chez France Culture, on m'a sorti au bout d'un an. La Croix, c'est pareil. Enfin, tout le temps, j'ai à peu près le même truc qui se passe, qu'on m'ouvre la porte parce que j'ai une parole libre, et puis en fait, assez vite, ça dérange pas. Mais moi, j'ai pas bougé, en fait. Et au bout d'un moment, ça commence à payer parce que j'ai commencé à faire des choses assez singulières, en fait. Et à devenir, du coup, crédible. Et après, il y a aussi des choix qui sont qui payent aussi et qui deviennent non négociables. Notamment sur ce film, c'est le premier film sur lequel j'ai exigé d'être coproductrice. Jusqu'à présent, j'étais auteur-réal, ce qui est déjà vachement bien. Mais ça veut dire que concrètement, vous prenez tous les risques et vous n'avez aucune récompense, en fait, aucune rémunération, et surtout vous n'avez une faible rémunération. Vous n'êtes pas associé au risque alors que vous les prenez complètement. Vous n'êtes pas associé surtout aux résultats. Et surtout, vous n'avez pas voix au chapitre quant à ce qui se passe pour votre travail. Vous ne maîtrisez pas votre outil de travail. Donc, mon premier conseil, c'est d'assez vite, techniquement et juridiquement, de maîtriser son outil de travail. Et après, j'ai eu vraiment du bol. Enfin, la conjonction de crédibilité, exigence et puis chance fait que moi, ce film n'aurait jamais pu fonctionner si un jour, de façon tout à fait fortuite, j'étais pas tombée sur Marion Cotillard dans un moment de très grande vulnérabilité pour elle comme pour moi, et que je lui avais parlé du projet alors que personne voulait m'entendre. Enfin, j'étais reçue par personne ne croyait, etc. J'avais un 4 pages et je lui en ai parlé, et Marion a été la première à voir la dimension éminemment politique de ce film et à me dire: je vais t'aider, on va le produire ensemble. Et on a été chercher un troisième producteur qui était un vrai producteur, parce que la vérité c'est que ni Marion ni moi on est productrice, et qui a, parce que Marion était là, accepté que je sois productrice. Et à partir de là, ça a tout lancé. C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient pas me recevoir, finalement, ils avaient 6 rendez-vous le lendemain matin pour nous, avec toutes les variantes de café possibles et inimaginables pour nous recevoir. Enfin bon, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais ce milieu fonctionne comme ça. Et donc, il faut savoir s'allier, il faut saisir sa chance, et il faut énormément travailler. Et si vous le pouvez, parce que c'est pas toujours possible, faire le moins de compromis possible. Un jour, ça paye. Parce que vous, je sais pas comment vous dire. Et c'est tout le temps remis en question, hein. Mais à un moment, vous avez votre patte, quoi. Et ce film serait
le même sujet avec un autre réal, c'est pas le même film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment, c'est à vous. Et puis il faut surtout s'écouter et faire que ce qui vous passionne. Parce que c'est tellement dur. Et encore une fois, il y a tellement de personnes qui vous attendent que si vous le faites pas déjà par feu interne, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vous galvanise vous-même, et ben, faut pas le faire. Et la dernière chose, c'est il faut très très bien s'entourer, très bien s'allier. La façon dont vous faites les choses est aussi importante que ce que vous faites. Et moi, c'est plus possible de m'entourer des gens qui ont pas envie de bosser avec moi, enfin voilà, je fais plus aucun effort pour ça. Soit les gens sont hyper contents d'être là et c'est la fête, soit ils pensent que c'est un boulot pour faire des heures pour choper l'intermittence et c'est pas pour moi. De toute façon, ils vont pas tenir. Je bosse trop, on est trop dans le jeu et dans la folie de ce que c'est qu'à faire un documentaire comme ça. Pour des gens qui sont là pour compter des heures, quoi. C'est pas possible. Et ça, faut savoir les détecter, en fait. Et c'est pas très simple parce que souvent les gens sont assez malins pour dire ah mais si, mais j'aimerais bien, c'est vachement bien. Ouais, mais non, en fait. Donc moi j'ai un critère un peu naze, mais je me suis rendu compte que, en tout cas sur mon équipe technique, je me suis rendu compte que ceux qui on s'était choisis, on faisait tous des sports de glisse. Et je suis désolée, mais j'aurais jamais pu faire le même film avec des gens qui aimaient le foot, quoi. Non. C'est très, enfin, je sais pas comment vous le dire, mais en plus, vous le savez, quand vous filmez, on était 3 à la caméra, c'est un ballet, quoi. Il faut s'entendre, il faut se voir, il faut voir comment on se déplace. Et ben, les glisseurs, on se comprend. On sait anticiper le geste de l'autre. Un footeux, moi, je sais pas comment ça se déplace, quoi. Et je pense qu'on n'aurait pas fait le même film. Voilà. Et voilà, Ruben, tu le remercies. C'est vrai que voilà, savoir lire la vague, savoir la sentir arriver, c'est toute une science. Il y a une projection qu'on a fait avant, dimanche dernier, Adrien Belay, qui a réalisé Low-Tech, me parlait de la précarité des réalisateurs de documentaires et de tous les commentaires qu'il entendait. Oh là là, non, moi j'y vais pas, tu vas crever la dalle, il n'y a pas d'argent, c'est dur. C'est vrai, c'est pas vrai, il y a des possibilités, quelles sont les solutions? Des projets comme Newtopia peuvent faire naître d'autres projets. Comment on réagit quand on écoute ça? Non, mais c'est très très vrai, hein. Le documentaire est le parent pauvre du cinéma. Déjà, le cinéma va pas très bien, mais le documentaire, pour monter un doc, c'est exceptionnel d'y arriver, parce que l'industrie du cinéma n'y croit pas. Elle n'y croit pas, donc elle va jamais. Elle va mettre un petit ticket, mais elle va à de rares occasions, elle va pas y aller. Et Cyril Dion, en faisant Demain, a ouvert une brèche énorme parce qu'il a fait 1 million d'entrées. Donc tout à coup, ils se sont mis à croire au documentaire. Et puis là, on s'est tous gamellés. Donc là, la porte, elle s'est refermée totale, quoi. Donc c'est vrai que qu'il faut mieux faire de la fiction. C'est vrai qu'une fiction, n'importe quelle fiction débile, trouve 3 millions d'euros pour être faite. Un documentaire intelligent, s'il boucle 500 000 euros, il est content. Et à la sueur et à 500 000 euros, vous faites pas un film comme je viens de faire. Enfin, c'est pas ce budget-là. Donc, et en même temps, nous, on pense que c'est des objets qu'il faut absolument préserver. Et d'ailleurs, du coup, nous rendons compte de l'atonie du secteur sur ce sujet, nous rendons compte de la précarité des réalisateurs et des réalisatrices, des risques que prenaient les producteurs aussi, de la précarité des distributeurs. Tout ça, c'est que des militants, en fait. On est quelques-uns à avoir créé un collectif qui s'appelle Cut, qui est un cinéma, qui est d'ailleurs avec le partenariat du CNC, qui veut essayer de protéger ce genre d'œuvre. Alors que ce soit du documentaire ou de la fiction, mais en disant, finalement, on est la société du spectacle, et à quoi dans cette période complètement folle, est-ce que l'on sert? Est-ce qu'on continue à servir la soupe du capitalisme et de la société de consommation et de l'entertainment qui nous distrait? Ou est-ce que on dit qu'on a à inventer et à poser des récits
et surtout des possibles. Moi, je suis un peu mal avec ces histoires de récits, mais en tout cas, des possibles qui vous donnent envie de vivre. Donc, on est quelques-uns à s'être unis autour de Jérémy Régnier, qui a eu cette idée. Et donc là, on lance un certain nombre d'initiatives pour former les réalisateurs et les scénaristes aux enjeux de la transition écologique et solidaire, pour forcer la chaîne de production des films à se mettre une bonne fois pour toutes à prendre en compte les contraintes d'une planète limitée. Et ça, c'est le CNC qui est très très leader là-dessus, et c'est assez radical puisqu'ils ne vont plus donner d'aide sans le respect minimum d'un certain nombre de critères. Et il y a un autre sujet que moi je porte et qui rejoint ce que tu dis, qui est de préserver la distribution, la diffusion des œuvres à la vigueur, enfin des documentaires à impact, etc. Parce qu'effectivement, les salles n'y croient pas. Donc, créer un canal pour que ces films-là trouvent leur public et le temps de le trouver, tiennent plus longtemps en salle, etc., etc. Donc, on va inventer tout un dispositif pour essayer de faire ça. Parce qu'encore une fois, sinon, ni l'industrie ni le public n'y va, en fait. Alors que c'est probablement vital. Parce que, en fait, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'engagement, pas l'engagement, le capitalisme, pas le capitalisme, etc., c'est même pas une question de récit, c'est une question de valeur. En fait, aujourd'hui, toutes les solutions à nos problèmes existent. Elles sont juridiques, elles sont comptables, elles sont politiques, elles sont comportementales, elles sont comptables, je crois l'avoir dit, elles sont un peu technologiques. Tout ça, ça existe, tout le monde les décideurs le savent. Ce qu'il n'y a pas, c'est la culture de société qui fait qu'on y va, qui fait qu'on les met en place, qui fait qu'on lâche ce qu'on sait qui nous met dans le mur pour aller vers quelque chose qui nous élève vers le haut. Et donc cette pièce-là, c'est la culture. Cette pièce-là, c'est la représentation, les valeurs. Et donc c'est là où les récits sont importants. Mais encore une fois, c'est pas seulement les récits, c'est pas seulement la façon dont on raconte l'histoire, c'est ce qu'on y met et la façon dont en fait, c'est la mise en récit qui est importante. Voilà, mais c'est peut-être un peu un point de détail. Mais donc, voilà, nous, on essaie de travailler une réponse de l'industrie pour ça, pour que ces histoires-là puissent arrêter d'être considérées comme les gentilles petites choses à côté de la déferlante Marvel et Disney et Amazon et etc. qui ne fait que flatter ou favoriser l'idée d'un refuge dans le confort et pas du tout vers l'humanité. Ouais, merci. C'est vrai que voilà, j'entends aussi la notion de maillage, sans forcément s'alourdir non plus, mais trouver encore une fois le moyen de s'unir, s'organiser. Ce que je proposais à Adrien, je disais mais il faut que les réalisateurs se regroupent et aussi prennent conscience que voilà, il faut pas qu'ils réussissent tout seuls dans leur coin, ça sert à rien. Il faut réussir à plusieurs. Ah oui, et puis on n'est pas très nombreux, il n'y a pas beaucoup de ressources, mais on se bat pour les mêmes ressources, on se bat pour les mêmes médias, on se bat pour la même part de voix, c'est ridicule. Et là, c'est un moment tellement important, on n'a plus le temps de faire ça. De la même manière qu'on n'a plus le temps de lutter contre, on n'a plus de temps à perdre à essayer d'exister les uns par rapport aux autres. Ce qu'il faut, c'est s'unir. J'ai une expression que j'aime bien, c'est l'idée de faire corps. Quand il y en a un qui y va, il faut qu'on soit tous derrière, en fait. Et il en va de même pour les réals, que pour les récits, que pour les activistes, etc. Là, c'est vraiment la force, ça va être ce que tu dis, je pense, c'est le côté collectif, en fait. Et là, mais c'est possible que si, j'en reviens à ça, on lâche nos égos. Et chez les réals, comme chez les activistes, il y en a beaucoup. Ouais, je dois pas être mal loti. Vous avez des réactions? Ça va, on vous a pas trop endormi? Parce que là, on a bifurqué, mais bon, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a des gens qui sont vraiment des futurs acteurs du cinéma. Ils démarrent avec du court-métrage et je pense qu'il y a beaucoup d'ambition. Je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités. Je le disais tout à l'heure, quand on fait du cinéma, les écoles n'en parlent pas forcément. On lâche des étudiants face à une feuille blanche, mais on n'explique pas forcément quelle position et quelle posture il faut prendre face à cette feuille, quelles sont les responsabilités, quelles sont les thématiques, et surtout quel est le pouvoir qu'on a, ne serait-ce que dans le développement d'un protagoniste qui est
l'homme sandwich parfait, hein. Je veux dire, un Brad Pitt, c'est vrai qu'on a envie de faire pareil. Souvent, j'entends dans les écoles les professeurs se plaindre du travail des étudiants en disant mais c'est des copier-coller. Peut-être que là aussi, il y a un travail de faire prendre conscience dans l'éducation, en tout cas médiatique, qu'il y a tout un pan des matières qui doivent être développées sur cette part de responsabilité du récit, du héros, du protagoniste, de cet impact publicitaire, culturel, qui grave des traditions, quoi. Bon, voilà, c'est un autre sujet peut-être. Les amis, vous avez d'autres envies? Mathias, tu veux intervenir? Ça, allez, quelqu'un veut parler? Vas-y. Merci. Présente-toi si tu veux bien. Non, et parle bien devant. Pardon. Voilà, vas-y. Bonsoir. Tu veux. Merci pour votre reportage qui était vraiment, je trouve, excellent. Une première question d'abord, un peu plus sur la forme. Pourquoi vous êtes mis en retrait vis-à-vis de ce chemin, de cet arpentage dans les différents pays que vous avez visités? Est-ce que vous aviez peur de vous mettre justement en avant et qu'on vienne vous reprocher justement de faire une espèce de safari? Est-ce que vous avez préféré choisir une narratrice? Alors, vous allez répondre à la question, mais est-ce que finalement cette narratrice n'est pas là pour vous cacher un peu et vous mettre en retrait pour qu'on ne vienne pas vous reprocher à vous, caucasienne blanche issue du Nord, d'un milieu favorisé, de vous amuser à aller voir ces personnes finalement du tiers-monde qui, elles, se bougent. C'est limite un peu pour vous ce que je dis, hein, ne le prenez pas mal. J'enchaînerai ensuite avec une question un peu plus de fond. Non, c'est une très très bonne question. Il y a probablement un peu de ça, mais la vraie raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que je voulais 0 adulte à l'écran, en fait. J'en peux plus de voir des adultes à l'écran. J'en peux plus de voir les mêmes experts. Je l'ai dit tout à l'heure. L'un des points de départ du film, c'est de montrer que la jeunesse, aujourd'hui, comprend mieux que nous ce qui est en train de se passer. Et le pari, c'était de le faire reposer le film rien que sur eux. Alors, je peux vous dire que les partenaires financiers qui ont financé le film, que je sois pas à l'écran, ça leur posait aucun problème. Mais que Marion Cotillard, qui était productrice, ne soit pas à l'écran, c'était un gros problème pour eux. Et Marion, elle partageait complètement mon point. Et c'était pas la question d'être prise dans le contre-feu de la polémique, etc. C'était la claque dans la figure de tais-toi. Tais-toi. Maintenant, tu vas écouter la jeunesse, tu vas écouter ceux qu'on n'entend jamais. Et c'est pour ça que dans le film, à part la maman de Chutescal et la chef Kashidamoto au Malawi, il n'y a pas un adulte. Parce qu'en fait, je voulais faire un film pour des jeunes, sur des jeunes, par des jeunes. Pourquoi? Parce que les personnes qui m'ont intimé de faire ce film, c'est mes enfants. Et mes enfants, ils en ont rien à foutre rien à faire de la parole de l'adulte. Ils ont besoin de figures aspirationnelles comme eux, de leur âge. C'est ça le pari. Donc oui, certainement que j'avais pas très envie de me mettre à l'écran. D'abord parce que c'est pas mon rôle. Puis j'en ai ras-le-bol de ça aussi. Moi, les réals qui se mettent en scène, ça me gonfle vraiment, quoi. Je me dis là aussi, il y a un petit problème d'ego. Voilà. Faut savoir choisir sa place. Et néanmoins, la culpabilité blanche, vous savez, ce white saviorisme, l'idée que effectivement, n'empêche qu'en fin fond de l'Ouganda, j'y étais et que j'arrive avec la carnation que j'ai, l'âge que j'ai, la richesse que j'ai, etc. Et que évidemment, l'écueil, c'est l'ethnocentrisme. Donc effectivement, m'appuyer sur Melati, que j'admire profondément. D'abord, je trouve qu'elle c'est la première des Bigger Than Me. Et le fait qu'elle soit métisse me fascine parce que c'est une parole que j'ai pas. Et moi, quand je crée quelque chose, si c'est pour découvrir des choses que je sais déjà, ça m'intéresse pas. La première qui doit être passionnée par ça, c'est moi, quoi. Sinon, j'ai aucune chance de vous faire un film intéressant, quoi. Et moi, si je tourne en rond sur ce que je sais déjà, vous voyez, je gagne pas grand chose, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la recette,
c'est pas seulement ce que vous faites, c'est comment vous le faites. Si vous ne vous amusez pas, si vous ne vous surprenez pas dans le process, voilà. Et donc voilà pourquoi mais pas du tout, mais même pas une seconde envie de me mettre à l'écran. Et je pense que j'ai bien fait. Ouais. On va pas non plus te garder toute la nuit, c'est un bonheur absolu de t'entendre. C'est bon, moi j'ai du temps, tout le monde est couché. C'est bien. Bon, tu sais, on a Nadège qui doit reprendre derrière, mais ça veut pas dire non plus qu'on doit finir, on a encore un petit peu de temps. Je te regarde, Nitsa, toi qui es comédienne, j'ai envie de te poser cette question. Nitsa travaille avec moi sur une série qu'on réalise à Montpellier. C'est difficile quand on est un personnage public, des fois de poser un discours. Toi, c'est une frustration. Tu penses que c'est possible, c'est pas possible. Comment, si je peux me permettre, si ça te dérange pas, comment est-ce que toi tu ressens est-ce qu'il y a une inquiétude, si tu veux, même pour les acteurs, c'est pas évident parfois de poser un discours politique, un discours militant, un discours engagé, parce que on sait que voilà, si on dépasse, on est celui qui va prendre le coup de marteau, et on l'a déjà vu avant. Est-ce que tu ressens ça ou pas du tout ? Je peux me permettre de te poser cette question ? Flore, déjà, c'est magnifique. Bravo pour ce merveilleux documentaire, c'est bouleversant. Moi, bon, déjà, je suis pas une personnalité publique, mais je pense que c'est très important. Mais en revanche, je suis très engagée. Je suis très engagée dans les projets que je soutiens. Parce que oui, je suis comédienne, mais j'ai aussi ma boîte de prod, etc. Donc, tous les projets que je fais sont super engagés, soit pour le droit des femmes. Là, je fais un film d'animation un peu amer sur l'environnement, qui va être une espèce de fable un peu douce amère et tout. Donc, c'est très intéressant de vous écouter parler du process et je pense que pour répondre à ta question, non, je comprends qu'il y ait des gens que ça gêne, parce que forcément ils sont montrés du doigt, parce que forcément s'ils n'ont pas le bon discours, s'ils ne sont pas aiguillés de manière même de savoir parler en public, etc., de prendre les bons mots, ça peut leur retomber dessus, mais je pense que c'est quand même une obligation, en fait, une nécessité. On ne peut pas aujourd'hui être dans le monde dans lequel on est sans se dire, sans décider de quel monde on veut faire partie. C'est pas possible. Et donc, moi, ça me pose pas de problème. Mais comme je dis, j'ai pas forcément les mêmes enjeux que des gens très très connus. Mais en revanche, j'avais envie de demander à Flore, parce que je me demandais. Il y avait deux questions. La première, c'est, alors, vous voyez, on est pas mal de femmes aussi très engagées, même dans le cinéma pour les femmes. Rien ne bouge absolument jamais. Et les marches, etc., c'est bien parce que ça témoigne de quelque chose. Mais le problème par rapport à ce que vous disiez, ce que vous avez dit, c'est pas contre. Il faut être dans l'énergie du pour et tout. Je suis complètement d'accord. En revanche, il n'y a pas grand-chose qui change si ça passe pas par la loi. Comme, je sais pas, je pense aux pays nordiques où il y a eu, où je sais pas, ils ont maintenant les hommes sont obligés d'être en congé paternité, donc tout d'un coup ça change leur perception des choses. Ouais, mais qui fait la loi ? Je vous vois pas. Ah pardon, je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Moi, je suis bien d'accord avec vous, mais qui fait la loi ? Les politiques. Voilà. Et qu'est-ce qui fait bouger les politiques ? Éventuellement, nous, quand on est très énervé, mais... Voilà. Donc, voilà. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je reparle de changement culturel. C'est-à-dire que tant que nous, on ne dira pas que cette chose ou cette chose ou cette chose, c'est prioritaire dans nos vies, il n'y a aucune chance que les choses viennent dans un paquet de lois
qui viendrait, comment dire, parachever nos désirs alors qu'on n'aurait pas commencé à les exprimer. C'est une activiste que j'adore qui s'appelle Adélaïde Charlier, qui est belge et qui est l'équivalent d'une Camille Etienne, si vous la connaissez, en Belgique. Et je me lamentais d'avoir fait 4300 projections en milieu scolaire, universitaire et en entreprise, et 13 en milieu politique. Et je lui disais, c'est quand même pas possible, quoi. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, ma Flore, les politiques, c'est des followers. Donc, tant qu'il n'y a pas un intérêt électoral à faire bouger telle et telle disposition, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Donc, si on veut influer sur la loi, peut-être il y a le travail de dénonciation, etc. Mais c'est surtout à nous de dire que on votera plus pour eux s'ils passent pas ces genres de choses-là. Or, pour l'instant, on en est à des années-lumière. On continue à se faire berner sur des sujets qui sont importants, mais qui ne répondent en rien à l'absolue urgence dans laquelle on rentre, en fait. Et on continue à faire comme si c'était OK. Donc, si votre levier à vous, c'est la loi, alors ça veut dire que c'est la culture. Et vous verrez assez vite que c'est toujours ce nœud-là qui manque. Et de comprendre que c'est nous qui la faisons, en fait. Et c'est bien pour ça que je passe tellement de temps avec des scolaires et des universitaires maintenant. Vous écoutez enfin voilà, parce que finalement, ce dont ils parlent, leurs référents, leurs aspirations font société. Ils sont à la fois les éponges et le magnificateur de cette société. Et tant que dans une cour de récréation, et je suis pas sûre, je pense que c'est mon combat, mais je suis pas sûre d'y arriver, mais tant que dans une cour de récréation, on ne fait que parler de la prochaine paire de baskets, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer. Mais si dans une cour de récréation, vous commencez à parler de Camille Etienne, de Mary, de Melati, de Mohamed, etc., et que vous bougez dans la tête des enfants ce qu'ils valorisent et la façon dont ils se projettent dans l'avenir, alors là, vous pouvez commencer à voir les choses qui vont arriver, quoi. Mais la loi pour la loi, je suis navrée de vous dire qu'à ce stade, on n'a vraiment plus la main sur le stylo, quoi. Ah non, je suis d'accord, mais je trouve ça incroyable. C'est très difficile de fédérer, très difficile. Et c'est quoi votre prochain projet? Eh bien, j'en ai pas. Moi, je reste. Enfin, j'en ai plein, mais ils sont liés à Bigger Than Us. J'ai décidé de. Enfin, j'ai même pas décidé. C'est que c'est tellement magique ce que je vis. C'est tellement intense et c'est tellement. J'ai l'impression, et c'est peut-être mon moment d'ego là, d'être utile. Donc, je vais pas changer pour changer, quoi. Ça veut dire quoi? Vous voyez même cette question. C'est quoi votre prochain projet? Vous embêtez pas, on me la pose tout le temps, hein. Mais vous voyez cette habitude qu'on a de toujours dévaloriser ce qu'on fait pour le truc d'après, en fait. Comme si c'était toujours la roue de hamster. Ce qui compte, c'est le truc d'après. Et ben, déjà ça, j'ai envie de m'inscrire en faux parce qu'on peut pas plaider pour la sobriété et faire un film et passer à autre chose. C'est pas possible. Et puis aujourd'hui, vous savez, c'était plutôt dans la continuité. Hein, bien sûr, mais tout ça pour dire que c'était un vrai choix. C'était un vrai choix de ne pas. C'est pas un vrai choix. C'était comme une évidence que quoi que je fasse derrière sera dans cette lignée-là, dans cette thématique-là. Donc là, à très court terme, on continue. Donc déjà la vague de projection partout en France. On est dans 56 pays. À partir de septembre, le film va être envoyé dans toutes les facs de France, universités, qui pourront, si elles le souhaitent, organiser des projections et des débats avec leurs étudiants. C'est un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On va recruter parmi tous ces gens qui organisent des projections et les étudiants, en fait, les étudiants pourront répondre à un appel à candidature pour rejoindre notre équipe de tournage. Parce qu'à partir de janvier prochain, on repart en tournage. Et là, ça, c'était le vrai choix. On repart auprès de nos protagonistes dans chacun des pays. Et on veut aller faire 3 choses. La première, c'est d'organiser des projections citoyennes avec leur communauté. Il n'y a pas de raison qu'on passe ici en France 18 mois à faire 4300 projections et que dans les pays du film, on n'en fasse aucune. On veut filmer une forme de suivi pour comprendre ce qu'ils sont devenus depuis 5 ans.
enfin le film a été filmé il y a 4 ans, mais donc en janvier ça fera 5. Qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ils ont évolué, est-ce qu'ils ont réussi à tenir. Et c'est vraiment génial parce qu'ils sont 7 avec des singularités très très fortes sur des combats différents, à des niveaux d'activisme différents, et ils ont tous et toutes évolué de façon différente. Donc c'est magique en termes d'histoire, mais je vais pas vous la raconter parce que l'idée c'est d'en faire un suivi filmé. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est mettre en place les premières actions, les premiers soutiens qu'on déploie pour eux. On a créé une association qui s'appelle Bigger Than Us Support, qui vise à les soutenir à long terme. Les soutenir, c'est les protagonistes du film, et puis après, toutes les personnes qu'on filmera, et peut-être tous les jeunes qui sont actifs. Et on veut les soutenir à long terme, c'est-à-dire qu'on veut pas du tout se transformer en Banque mondiale, quoi. On va pas envoyer de l'argent pour qu'ils fassent un puits, etc. Il y a plein de gens qui font ça, avec ou sans succès. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être là pour eux, pour leurs besoins en matériel, en formation, en ressources, peut-être un peu financièrement, mais surtout en santé mentale. En fait, on n'en a pas parlé, mais nous, ça fait 18 mois qu'on est sur la route. Et je pense que le gros sujet, c'est même pas l'activisme, hein. Le gros sujet, c'est la santé mentale. Et d'une manière générale, pour le monde entier, c'est compliqué. Pour les jeunes, c'est vraiment cruel, mais pour les jeunes activistes, c'est un carnage, en fait. Donc, on veut être là pour eux. Voilà. Et donc ça va, on va retourner à partir de janvier prochain, pendant 7 mois. Et on ne sait pas encore ce qu'on va faire de ces films-là. On essaie d'avoir notre budget sans dépendre d'une chaîne ou d'une plateforme, pour rester le plus libre possible. Et au pire du pire, ou au mieux du mieux, ça sera gratuit en Creative Commons sur Internet. Et peut-être une chaîne achètera quelque chose et tout, mais en fait, on ne veut pas dépendre d'eux. Voilà. Mais ça sera pas un film de cinéma, on n'a pas. Enfin, c'est pas le format. Voilà. Merci. C'est peut-être intéressant. Deux choses déjà. Tu parlais de la loi. La projection de demain, ça traite de ça. Et comme on est sur des documentaires qui parlent, qui mettent le nez en tout cas dans la question de l'administration pénitentiaire, le but de ce documentaire, c'est de faire évoluer la loi, faire changer la loi. Et on s'est rendu compte que les juges eux-mêmes étaient des followers, mais là je reprends le terme, il est parfait, parce que ils nous expliquent, les magistrats, qu'ils sont obligés de suivre l'opinion publique. La problématique, c'est que l'opinion publique, c'est quand même pas forcément la dictature, mais le pouvoir du titre, quoi, hein, qui possède les grands titres, puisqu'on lit pas le reste. Donc il faut reprendre ces grands titres et reprendre cette place-là. Et je pense que ce soit la loi, les juges, les politiques, en tout cas j'aime le croire, oui, demain on en parlera et je pense qu'on peut les retourner. Je voulais parler de tes outils. Si on peut, Emmanuel, montrer à l'écran l'outil Agir, et si tu peux nous décrire un peu ce que tu as fait et en quoi il fonctionne ou pas. C'est une réussite, un échec, une expérience en devenir. Est-ce que tu vois à l'écran le Non, partage? je ne vois pas pour l'instant, mais je vais le voir bientôt. Alors, je vais te décrire ce qu'on a parce que Emmanuel me dit que tu ne peux pas voir. Est-ce que la caméra... Non, parce que sinon ça va boucler. Essaye, Tino, voir si tu montres l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Et si tu mets la caméra, Tino... Ouais, ok. Très bien. Tu vois quelque chose? Génial. Ouais, très bien. Vas-y, à toi de jouer et la souris à Emmanuel. Effectivement, ça c'est le site ressources qu'on a mis en place à la sortie du film, qui existe toujours bien sûr, et qui vise à vous proposer, aux personnes qui ont vu le film un endroit pour atterrir. En fait, on s'est rendu compte en faisant ce film que c'était pas possible de laisser les gens tout seuls à la sortie. Bien entendu, on n'est pas à chaque fois derrière toutes les projections, mais qu'il fallait qu'il y ait un lieu, au moins une sorte de maison digitale pour le film, qui n'avait pas d'autre vocation que d'être une maison digitale. Donc c'est un point de passage pour aller se renseigner avec 3 portes d'entrée qui sont mentionnées en haut, découvrir pour mieux comprendre le film, les protagonistes, comment on a fait le film, les combats, avec toute une série
de chiffres, de matériel pédagogique, de vidéos pour aller plus loin, enfin, etc., pour aider les gens qui ont finalement charge d'âme auprès de cette jeunesse, en leur donnant une espèce de boîte à outils pour construire sur le film, pour parler des enjeux, des personnes et de ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est l'onglet à découvrir. Il y a un onglet qui s'appelle Agir, qui propose différentes entrées pour soit partager le film autour de soi. C'est quand même le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à partager ces considérations et cette conversation. C'est ce qui fait que les followers vont commencer à écouter. Deuxièmement, on a mis toute une série d'outils en place pour se former et quand on a envie d'agir, s'engager. Et puis il y a des cartes que vous verrez un peu plus en bas, interactives, qui permettent de trouver des projets autour de chez soi pour s'engager. Donc montrer le film, se former, s'engager. Et notamment avec les 42 associations partenaires qui nous ont rejoints. Et le dernier volet, c'est soutenir. On vient de le lancer, on n'en a même pas parlé encore vraiment. Il y a soutenir les protagonistes du film à travers notre association. Il y a les soutenir un par un auprès de leur association à eux. Et puis il y a soutenir la campagne d'impact et nos prochains projets, comme celui dont je vous ai parlé, qui va nous occuper toute l'année prochaine, en fait, tout 2024. Voilà, mais c'est vraiment pour montrer que voilà, c'est depuis le début, ce film c'est bien plus qu'un film, on le sait depuis le début, et ça se vit comme tel, et effectivement le site est un des outils qui nous permet de l'incarner. Alors on doit en être à 100 000 vues, et surtout ce qui est génial, c'est que les gens restent hyper longtemps sur le site, ce qui montre que ils viennent pas par hasard, quoi. Ils viennent se documenter, ils viennent apprendre. Et nous, on n'a pas d'autre vocation que d'être utile. Sur le site, tout est gratuit, tout est en licence libre, en Creative Commons. Chacun peut réutiliser tout ce qu'il veut. Enfin voilà, c'est cette idée que les films sont des points de départ, en fait. Et pour apprendre et pour se lier et peut-être pour agir. Peut-être. Voilà. Merci pour ce mot et ce travail. Ouais. Je pense que le cinéma a une seconde vie sur Internet, et que le travail des cinéastes, voilà, c'est d'exploiter cet espace de diffusion et de créer, d'étendre et de réinventer la diffusion, voire de l'accompagner, de la surfer, puisque ça évolue, nos cultures évoluent, et faut pas se laisser dépasser, sinon c'est la chute. Je me retourne encore vers vous. On va peut-être aller prendre un verre, se détendre, te libérer, Flore, libérer Nadège du cinéma, l'équipe de ces jeunes cinéastes qui ont pris la caméra. Si Tino, tu peux Non, toi, tu as coupé, tu n'as plus de batterie. Voilà, on a des jeunes qui viennent de l'école Travelling, qui sont venus et qui portent bénévolement nos caméras. Je les remercie aussi, le public. Demain, soirée donc sur la loi, justement, la manière dont éventuellement la loi bafoue la loi, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc on aura des détenus qui vont venir, des personnes qu'on appelle sous main de justice, qui prennent un risque par rapport à leur liberté, parce qu'ils se sont associés, et que en France, 2 personnes qui sortent de prison et qui s'associent, que ce soit pour faire le bien ou le mal, c'est le même tarif, c'est association de malfaiteurs, donc c'est très délicat. Et ces personnes ont réussi à prouver dans une expérience micro, justement, qui pouvait faire baisser la récidive de 75% à 3%. Malheureusement, l'administration pénitentiaire leur refuse la publicité, et de faire savoir aux détenus qui sont là, devant la prison, qu'ils les attendent, pour éviter ce qu'on appelle une sortie sèche, c'est-à-dire qu'on libère des gens après des années de prison, sans argent, sans toit, sans travail.
hein, et c'est pas grave. Et puis au moindre dérapage, il retourne en prison. Donc voilà, ça c'est le sujet de demain. On a donc un petit peu à boire, un peu de vin, un peu de quoi grignoter. Je remercie les personnes de YouTube qui sont là avec nous. Je te remercie mais tellement, Flore. Je coupe cette conversation avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Et tenez bon. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Flore. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. Et c'est parti. Donc dehors, si on est prêt ou je ne sais pas, il y a de quoi boire, se détendre, partir en courant, comme vous le sentez, ou discuter.